Alors, je suis Margot Werner du cluster Indura, j'anime e-risque et on est ensemble aujourd'hui donc pour un webinaire e-risque sur l'inspection et la surveillance des ouvrages de protection contre les chutes de blocs qui est organisé avec Ginger et GDTest. On est ensemble jusque midi à peu près. Donc e-risque, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une communauté collaborative d'intérêt pour le développement des compétences de la recherche appliquée et de l'innovation dans le domaine des risques naturels gravitaires. Et donc les partenaires d'e-risque ont décidé de lancer une chaîne de connaissances qu'on a appelée Web e-risque, qui a pour vocation de porter à la connaissance donc, du plus grand nombre d'entre vous les méthodes, outils, concepts, approches et expériences capitalisées dans les laboratoires et les entreprises. C'est donc dans ce cadre qu'on lance ce webinaire. On est avec Géry Magnien de Ginger CBTP et Alessandro Bovio de GDTest. Géry, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui. Donc, bonjour, Jerry Magnin. Donc, je suis chargé d'affaires en risque rocheux et instrumentation au sein de Ginger BTP, du coup, où je réalise des études de risque rocheux, éboulement, des inspections d'ouvrages de protection contre les risques naturels et l'instrumentation de masse rocheuse. Merci. Alessandro? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Alessandro Bobbio. Je suis le responsable de la succursale française de GDTest, qui est une société italienne d'ingénierie spécialisée dans le domaine de la géotechnique, géomécanique et environnement. Je participe à ce webinaire avec mon collègue Taddeo Maria Fenoglio, qui est le responsable du département de recherche et de développement de GDTest. Merci. Alors, quelques règles pour ce webinaire. Donc, vous avez l'onglet discussion où vous pouvez voilà, faire des commentaires généraux. Pour les questions, je vous demande d'utiliser le module Q&R. Donc, vous pouvez noter ici vos questions à tout moment. On les prendra à la fin du webinaire, mais vous pouvez les noter à tout moment. Et vous pourrez aussi lever la main à la fin, au moment des échanges, pour qu'on puisse vous donner la parole, pour que ce soit un peu plus interactif. Donc moi, je n'aurai plus qu'à vous donner la parole et vous aurez à activer votre micro. Voilà. Donc on fera tout ça en direct. Je vous dirai ce qu'il faut faire. Voilà, et ben, je vais donner la parole à Géry. Je lance l'autre partage pour le début du webinaire. C'est bon? Bah, si vous voyez le bon écran, c'est tout bon. Okay, c'est bon pour moi. Ok. Du coup, bonjour à tous et merci d'être présents. On va attaquer là avec la partie inspection et suivi des ouvrages de protection contre les risques rocheux. Dans un premier temps, pourquoi en fait cette nécessité du suivi des ouvrages? Margot, si tu peux passer à la suivante. Le premier objectif, c'est de détecter tout ce qui est endommagement et anomalie sur les ouvrages. Si tu peux passer à la slide. Voilà, dans l'idée de garder un ouvrage qui soit fonctionnel, qui soit pleinement fonctionnel pour protéger les infrastructures contre les risques auxquels ils sont exposés. Donc là, par exemple, on a des cas d'écran par bloc qui peuvent avoir été chargés, disons, au-delà du raisonnable, avec du coup, on a, si tu peux revenir, hein, merci, avec du coup un basculement de poteau, donc perte de hauteur utile et au final perte de capacité d'interception. Donc là, par exemple sur cet ouvrage-là à gauche, si on a un événement type chute de bloc qui survient, on a un potentiel risque de lobe de l'ouvrage et donc d'atteinte de l'enjeu qui est en bas. On peut avoir aussi des déchirures dans des grillages plaqués qui peuvent être consécutifs à des accumulations de matériaux. Donc, sur cette portion-là de l'ouvrage, le dispositif n'est plus apte à remplir sa fonction. Si tu peux passer à la suivante. Voilà, on a aussi des anomalies, des endommagements qui sont liés à des sollicitations environnementales particulièrement intenses. Donc, on peut avoir, par exemple, à droite, c'est une barre d'ancrage
très fortement corrodés. Mais là, on est par exemple en milieu marin, donc forte corrosivité du milieu, et à force, la barre d'ancrage perd une grosse partie de son diamètre et donc de sa résistance. À gauche, ça a été un cas qui a été observé de rupture de barre d'ancrage avec une combinaison de deux phénomènes, de la corrosion sous contrainte et une pression qui est liée à la réaptation de la neige. C'est un endroit où on est assez haut en altitude. Donc, du coup, voilà, le pied de poteau qui était au niveau de la petite tache blanche tout à gauche de la photo a ripé de 2 mètres suite à la rupture de la barre d'ancrage. Ensuite, même au-delà de la détection vraiment d'anomalies d'ouvrages qui sont hors service, il y a la planification de l'entretien des ouvrages. Planifier l'entretien, pourquoi? Parce que les ouvrages sont soumis à un certain nombre de contraintes qui amènent à un vieillissement. Donc, ça peut être les contraintes pour lesquelles ils ont été dimensionnés, ça peut être les contraintes environnementales externes. Parmi on va dire, les pathologies les plus fréquemment rencontrées, on a la corrosion des pièces métalliques. Donc, plus ou moins toute pièce métallique est susceptible de subir cette corrosion. Donc, ça peut être des dispositifs de barre d'ancrage, donc tête d'ancrage, écrou, plaque. Ça peut être sur des éléments en filet, ça peut être donc les câbles en eux-mêmes, ça peut être des coques de jonction sur des filets plaqués. Ça peut être aussi l'accastillage. L'accastillage, c'est la corrosion de l'accastillage, c'est quelque chose qui est assez marqué sur les anciens cercables, sur les anciennes recommandations, où on a vraiment cette sensibilité-là à la corrosion, qu'on retrouve moins maintenant qu'on passe par exemple sur des green pin ou Crosby. Je peux passer. Après, on a les sollicitations normales de l'ouvrage, donc sollicitation, par exemple, sollicitation d'un écran au SEL. Donc, l'écran arrête le bloc, mais on a potentiellement une légère perte de hauteur utile. On commence à avoir un encombrement. Pareil pour les grillages plaqués, grillages pendus, où l'ouvrage retient les événements, des petites chutes de pierre, mais petit à petit, ces pierres s'accumulent, finissent par remplir le grillage et risquent de mener à par exemple, une rupture de la poche de matériaux. On a dans les sollicitations environnementales, on a aussi l'envahissement végétal des ouvrages. L'envahissement végétal, dans certains cas, ça s'est vu positivement pour l'aspect intégration paysagère de l'ouvrage. Ça permet notamment une végétation herbacée, permet quand même de masquer assez bien un grillage plaqué, par exemple. Par contre, si tu peux passer à la slide suivante. Par contre, quand on commence à arriver sur de la végétation arbustive, on risque d'avoir des endommagements de l'ouvrage. Donc là, par exemple, on a le fil constitutif du grillage qui s'est retrouvé pris dans le tronc là, de l'arbuste. Parmi les désordres qui pourraient arriver, ce serait que petit à petit, l'arbre grandisse, donc commence à prendre de plus en plus de mailles et à prendre aussi de plus en plus, avoir un poids de plus en plus important, avoir peut-être une prise au vent de plus en plus importante, et on pourrait imaginer par exemple un coup de vent qui vienne à faire basculer l'arbre, et comme les mailles du grillage sont prises dans le bois, et ben que ça vienne à arracher tout ou partie du lait de grillage concerné. Ensuite, toujours dans la planification de l'entretien, on a l'identification on va dire, de points de faiblesse, en fait, ce qui correspond à des mises à niveau des ouvrages suite à des retours d'expérience. Donc, par exemple, à gauche, on a des dispositifs fusibles qui avaient été passés un temps placés sur certains ouvrages par bloc, avec dans l'idée d'essayer de protéger la structure de l'écran par bloc sur certaines sollicitations, et on se rend compte que voilà, ce genre de dispositif
des fois raccourcit finalement la durée de vie de l'ouvrage ou n'est pas suffisant pour maintenir la bonne capacité de l'ouvrage. Donc, il peut y avoir des campagnes de remplacement avec des dispositifs non fusibles. On a par exemple les ligatures des laits de grillage où auparavant, la ligature une maille sur deux était acceptée. Aujourd'hui, on est plutôt sur une ligature maille à maille. On peut avoir aussi, parmi les mises à niveau, on voit parfois, c'est le remplacement des câbles à âme textile qui ont tendance à favoriser un peu la corrosion par des câbles à âme métallique. On a aussi on va dire des contraintes réglementaires qui s'appliquent aux ouvrages. C'est une forme de risque juridique. Les maîtres d'ouvrage, généralement, ont une obligation de protection des usagers d'une infrastructure, et ça passe par le maintien de la fonctionnalité des ouvrages de protection. Et du coup, l'inspection, elle permet de définir et de planifier les travaux, que ce soit les travaux d'entretien courant ou les travaux de réparation si l'ouvrage se retrouve trop impacté, hors service. À ce sujet-là, le guide sur la prise en compte des risques rocheux par les maîtres d'ouvrage gestionnaires d'infrastructures, qui a été édité dans le cadre du projet national CEDEUROPE, a toute une section et tout un annexe qui sont dédiés à la jurisprudence sur ces risques juridiques. Sur la slide suivante, on a juste un petit exemple qui a été... Donc là, c'est la décision du Conseil d'État qui a été prise en 1991 sur un accident qui avait eu lieu suite à un défaut d'entretien d'ouvrage de protection où le maître d'ouvrage n'avait pas apporté la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage et n'avait pas prouvé non plus que les dommages qui avaient été causés à l'ouvrage de protection qui avaient fait que finalement il n'avait pas pu remplir sa fonction de protection n'était pas survenu dans un délai suffisamment court par rapport à l'accident. Donc en fait, d'une certaine manière, on écarte le cas de force majeure. Donc, du coup, pour synthétiser, les objectifs du suivi des OPRN, c'est s'assurer du maintien de la fonctionnalité de ces ouvrages, avoir un ouvrage toujours en état de protéger les infrastructures, anticiper les opérations d'entretien courant. De la même, par là, ça nous donne une maîtrise des coûts sur l'entretien des ouvrages. À titre d'exemple, on peut prendre justement vidange d'un grillage plaqué. Entre le coût de faire passer de temps en temps une équipe pour purger les quelques poches de matériaux, finalement, qui est assez faible par rapport au coût que ça pourrait représenter si on laissait ces poches de matériaux s'accumuler jusqu'au point d'avoir une rupture au niveau du grillage. Potentiellement aussi, on peut appeler ça une perte d'exploitation au moment de la rupture, les matériaux qui viennent se déverser sur l'infrastructure. Donc, si c'est une route, ça peut couper la circulation et ensuite devoir vraiment réparer l'ouvrage. Et enfin, une forme de réduction des risques juridiques. Concernant les inspections en elles-mêmes, comment on peut procéder? On a plusieurs méthodes. On a l'inspection visuelle à distance, qui est quelque chose qu'on voit assez fréquemment réalisé en régie chez les départements, par exemple, donc réalisé pendant les tournées d'inspection des patrouilleurs. Ça permet d'avoir un suivi des ouvrages à une fréquence régulière. C'est plutôt orienté sur la détection des anomalies. On n'aura pas de vision du détail de l'ouvrage. Par contre, ça ne concerne que les ouvrages qui sont visibles depuis les points d'inspection. Tous les désordres ne sont pas visibles. Par exemple, on peut imaginer la corrosion des barres d'ancrage en tête d'un grillage plaqué dans un talus ne sera pas visible. Et généralement, on a assez peu de traçabilité sur ces inspections, sauf en cas d'événements particuliers. Pour pallier un peu notamment au fait que ça ne concerne que les ouvrages visibles depuis le point d'observation, on peut maintenant mettre en place des inspections visuelles par drone. Ça permet d'inspecter les ouvrages qui sont hors de vue directe, parfois assez loin dans un versant. Ça permet une bonne détection des plus gros désordres.
on couvre assez facilement aussi une surface importante. C'est assez facile et assez rapide de couvrir une paroi d'assez bonne taille. Et ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble de l'ouvrage et des enjeux pour le positionnement des systèmes de protection. Par contre, ça demande cette fois-ci du personnel qui soit habilité au drone, donc qui ait l'examen des pilotes, l'habilitation employeur. Il faut tenir compte des limitations qui sont liées d'un côté aux aéronefs, donc l'autonomie, la capacité de supporter des rafales, etc. Les limitations qui sont liées à la végétation, qui peut masquer certains détails au niveau de l'ouvrage. Les limitations qui sont liées à la réglementation, les zones interdites de survol, les zones scénario, zones peuplées, S3. Et on peut avoir un manque de restitution de certains détails des ouvrages. Alors après, ça dépend évidemment du capteur qui est en place sur le drone et de à quel point est-ce qu'on peut s'approcher de l'ouvrage. Si on peut aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc là, voilà, un exemple tiré d'une inspection au drone. On a quand même en zoomant sur la photo, on a une assez bonne vision des différents problèmes qui peuvent être rencontrés, corrosion notamment, envahissement végétal. Par contre, voilà, on a typiquement le petit épicéa qui masque derrière, qui masque complètement l'ancrage. Potentiellement, suivant comment il est disposé, même en déplaçant le drone, on peut ne pas arriver à voir l'ancrage ou pas d'assez près pour statuer sur son état. Donc, du coup, pour aller au-delà de ce type d'inspection, on peut ensuite se déplacer vraiment au niveau de l'ouvrage, avec dans l'idée de pouvoir atteindre, toucher chaque partie de l'ouvrage pour pouvoir en contrôler l'intégralité, pouvoir réaliser des prises de mesure. Typiquement, quelle est la hauteur d'interception résiduelle de mon écran par bloc? On peut éventuellement réaliser, si besoin, des vérifications un peu plus poussées, par exemple des vérifications de serrage des serre-câbles, etc. Ça nécessite par contre un personnel qui est spécialement formé aux inspections sur ce type d'ouvrage et de prendre en compte tout ce qui est contrainte d'accès. Donc, ça peut être les accès sur corde, donc qui nécessitent là aussi du personnel formé et habilité. Ça peut être les interactions avec les enjeux. Quand on a une route en dessous, il peut être nécessaire de commencer à mettre en place des alternats ou des micro-coupures pour gérer le risque qui est posé au niveau des enjeux. Il y a aussi potentiellement un risque pour le personnel, puisque le personnel là, est amené à évoluer vraiment dans des zones potentiellement soumises à des instabilités. Et bien évidemment, par rapport aux méthodes d'inspection visuelle à distance et d'inspection par drone, là, pour aller inspecter un ouvrage, on va vraiment mettre beaucoup plus de temps. Il va falloir y accéder, parcourir l'intégralité de l'ouvrage, ce qui fait que généralement, le coût est pas mal plus important lui aussi. Ensuite, maintenant qu'on a vu un peu les différentes pathologies, les méthodes d'inspection, comment ça se passe chez différents maîtres d'ouvrage? Si tu peux passer, merci. Ce qu'on constate quand même au niveau des maîtres d'ouvrage, c'est qu'il y a de grosses disparités dans les politiques d'inspection des ouvrages. En tout cas, il n'y a pas d'harmonisation, il n'y a pas de normes pour ce type d'inspection. Donc, chaque maître d'ouvrage fait un petit peu selon sa politique interne. On constate quand même que les structures les plus importantes ont tendance à avoir déjà des outils de base en fait pour le suivi d'ouvrages. Alors ça peut être d'autres ouvrages de type mur, pont, etc. mais qui du coup peuvent être aussi réutilisés pour les inspections d'OPRN. Donc sur ces maîtres d'ouvrage, on va dire de taille importante, on a généralement une assez bonne connaissance des ouvrages en place. C'est aussi en lien avec d'ailleurs l'exposition des maîtres d'ouvrage aux phénomènes type chute de bloc. Généralement, ceux qui sont le plus exposés aux chutes de bloc sont ceux qui sont généralement le plus avancés en termes de suivi des ouvrages. À titre de comparaison,
donc ça c'est un extrait de l'ITSOA fascicule 2 sur les méthodes de surveillance des ouvrages d'art. Ce qu'on a constaté, c'est que chez les plus avancés, les maîtres d'ouvrage les plus avancés en termes de surveillance des ouvrages d'art, on a quelque chose qui se rapproche de cette méthode donc, qui est appliquée aux ouvrages d'art, avec donc, sur la partie ouvrage d'art neuf, ouvrage d'art réparé, qu'on appelle des fois les inspections excusez-moi, j'ai oublié le nom. Enfin, sur ces types d'inspection, ce qui correspond plutôt à de la maîtrise d'œuvre, donc la réception des travaux, et ensuite le contrôle annuel qui lui est plutôt remplacé par le contrôle visuel à distance, et ensuite des visites d'évaluation tous les 3 ou 5 ans, dépendant un peu des politiques internes, et à intervalles un peu plus espacés sur les ouvrages sur les ouvrages critiques ou sur tous les ouvrages, des inspections détaillées de l'ouvrage. Est-ce que c'est par contre miraculeux, on va dire, pour garder la fonctionnalité des ouvrages? Non, ça ne l'est pas. Si tu peux, voilà. Merci. C'est des méthodes de surveillance qui restent malgré tout ponctuelles. On peut très bien imaginer réaliser une inspection détaillée d'un écran par bloc perdu dans un versant. On peut la réaliser cette semaine. Il se peut que la semaine prochaine ou dans un mois ou dans un an, un événement type chute de bloc arrive et couche un module de l'écran. Ça ne sera pas détecté avant la prochaine inspection qui pourrait être d'ici 3 ans. Ça nécessite du personnel qui est spécialisé à la fois pour les moyens d'accès et pour les moyens d'inspection, et se pose à nouveau le problème pour les inspections sur site, des interactions avec les usagers, avec les infrastructures, la nécessité de mettre en place des alternats, etc. Donc du coup, sur certaines portions de certaines infrastructures, il peut être intéressant de mettre en place un suivi en continu de l'état des ouvrages. Et là-dessus, du coup, je vais laisser la parole à Alessandro Bovio pour nous en parler. Merci, Géry. Merci, Géry. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous les connaissances que j'ai des tests acquises dans le cadre de la surveillance des ouvrages contre la chute de bloc. Je partage mon écran. Voilà, j'espère que tout le monde voit. C'est bon, on voit bien. Donc, ensemble, nous allons voir quels sont les objectifs d'un système de surveillance, quels éléments prendre en considération pour la conception du système, quels paramètres analyser et quelle est l'architecture du système. On verra également ensemble les capteurs que nous utilisons. Et pour finir, je vais vous présenter 3 cas d'étude. Donc, les objectifs du système de surveillance. C'est d'abord le contrôle de l'évolution du phénomène, l'étude des causes du déclenchement, la surveillance et l'alerte pendant les interventions de confortement ou de purge, la vérification de l'état d'efficience des ouvrages de protection et l'aide à la décision pour la planification des interventions et la gestion des urgences. Donc, quel élément prendre en compte pour la conception du système de surveillance? D'abord, le premier paramètre est l'étude de la typologie du phénomène attendu. C'est-à-dire, quels sont les aléas que je dois étudier. Dans notre cas, l'aléa principal est le détachement des blocs. C'est le phénomène principal. Deuxième paramètre à prendre en compte pour la conception du système de surveillance, c'est le choix, c'est la définition des paramètres à étudier. Après, pour étudier les paramètres, quels instruments je dois choisir? Nous devons donc définir les emplacements les plus appropriés pour les instruments.
Et enfin, nous devons planifier l'acquisition, le traitement et l'interprétation des données. Et pour que notre système soit toujours fonctionnel, il faut planifier aussi son entretien périodique. Donc, si on veut résumer tous les éléments ci-dessus en une seule phrase, je peux dire que la surveillance nécessite donc une planification minutieuse qui a pour principal objectif la définition de la meilleure combinaison possible entre les paramètres étudiés, les capteurs capables de les mesurer et le choix de leur emplacement. Donc, c'est un peu comme avoir quoi faire avec un petit cube de Rubik. Quels paramètres je dois choisir je dois prendre en compte pour le choix du système de surveillance? Donc, d'abord, le premier paramètre est l'étude de la typologie du phénomène attendu. Quel genre de mécanisme peut entraîner le détachement du bloc? Dans cette image que vous voyez à la droite, on a pris d'un guide CEREMA dans le cadre du projet CEDEUROPE. On voit des différents mécanismes qui sont présentés, le détachement, le basculement, le glissement fractionnaire de bloc, le mouvement composé de basculement et de glissement. Deuxième paramètre à prendre en considération, c'est le temps que j'ai à disposition pour mettre en place le système en considérant la phase du phénomène en cours. Troisième paramètre, l'accessibilité et la sécurité du site. Vous voyez dans l'image à droite, nous remarquons un site enneigé, on n'aperçoit pas de route, l'accès paraît difficile. Quatrième paramètre, quels moyens techniques et économiques nous avons à disposition pour réaliser le travail? Dans l'image de côté, l'accès difficile au site oblige à l'utilisation d'un hélicoptère. Cinquième paramètre et sixième paramètre, la possibilité de garder le système en fonctionnement nominal. Par exemple, pour que le système soit toujours en fonction, si on ne peut pas le brancher à un secteur à 220 volts, c'est un peu difficile à la montagne, on peut par exemple utiliser des panneaux photovoltaïques et des batteries. On doit aussi connaître la couverture du réseau électrique, téléphonique et GPS. Parce que les données enregistrées en site doivent être transmises à une base de données pour le traitement et pour les calculs. Et pour finir, le septième paramètre est le climat et l'exposition du site. Dans le cas, dans la photo que nous avons illustrée en haut à droite, nous avons protégé par exemple notre système avec un panneau d'isolation contre le froid. Dans l'autre cas, en bas, dans l'autre image, par exemple, on reporte un système qu'on a conçu pour la protection contre le foudre. Donc, quelle est l'architecture du système de surveillance? Donc, en résumant tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, ici, on peut reporter le schéma de l'architecture du système. L'étude des aléas et des paramètres à mesurer et le choix des bons capteurs nous permettent de définir la stratégie de monitoring. Et les capteurs qu'on privilégie sont plutôt des capteurs sans fil pour limiter les contraintes liées à la présence du câble. Les données pourront être téléchargées manuellement en se branchant via notre ordinateur directement sur les unités locales d'acquisition qu'on peut appeler data logger, où les données peuvent être transmises automatiquement à une centrale de contrôle et d'acquisition locale. Donc, nos capteurs constituent un réseau. Et dans ce réseau, pour nous, c'est important de connaître à tout moment l'état de santé de notre réseau. Donc, l'état des capteurs. Je pense, par exemple, aux batteries ou à la qualité du signal radio. Et il est nécessaire aussi de pouvoir connaître s'il y a eu des dépassements de seuil d'alerte
Ils peuvent être de type statique ou dynamique. Statique si la valeur a été déterminée et ne change pas. Dynamique si la valeur se met à jour automatiquement en fonction de l'évolution du phénomène. Et après, qu'est-ce qu'on fait des données enregistrées? Les données sont traitées, sont calculées, sont visualisées sous forme de graphes, du tableau numérique. Et donc, pour cela, il faut s'appuyer sur une plateforme performantes qui peuvent importer les données, qui peuvent ensuite les traiter et piloter efficacement le projet de surveillance. La plateforme doit aussi permettre de déclencher des alertes et des actions aussi qui en dérivent dans le but de protéger les personnes et les choses. Donc là, on arrive dans la partie la plus concrète de cette présentation. Quel capteur je dois choisir pour la surveillance des barrières contre la protection contre la chute de blocs? Je vous présente les solutions techniques que nous avons adoptées, mais qui ne veulent pas être les seules solutions de surveillance possibles. Les capteurs que nous avons utilisés rentrent dans le groupe des instruments de surface. Comme vous voyez là, on a coloré en vert le petit cadre, donc rentre plutôt à l'intérieur de cette catégorie. Si on fait un pas en arrière, à titre d'information, mais pas de façon exhaustive, nous pouvons diviser les mesures en deux grands groupes, les mesures directes et les mesures indirectes. Je ne suis pas expert de mesures indirectes. Je peux citer quelques mesures indirectes que j'ai à l'esprit, l'interférométrie, le radar, Doppler, la photogrammétrie, la topo, le lidar. Dans les mesures indirectes, nous avons des mesures en surface et des mesures en profondeur. Les mesures en profondeur, c'est plutôt des mesures en forage. Je pense au cas des extensomètres en forage, extensomètres à un point de mesure ou multipoint, aussi à des inclinomètres. Les capteurs que nous présentons rentrent dans le groupe des instruments de surface. Et donc, il s'agit de capteurs de vibration, d'accéléromètres, capteurs de vibration, accéléromètres, extensomètres à fil, fissuromètres, tiltmètre biaxial, tiltmètre avec des distanciomètres laser intégrés, à des cellules de charge pour les tirants et les systèmes de bonnage, aux stations météo, qui peuvent intégrer les anémomètres, les thermomètres, les pluviomètres, et aux centrales de pilotage et aux dispositifs intelligents programmables qui peuvent après déclencher des sirènes, des gyrophares. De façon générale, on doit toujours garder à l'esprit que notre système devrait être, autant que possible, redondant. C'est-à-dire, le phénomène devrait être étudié en mesurant le même paramètre par différents types de capteurs, en croisant les informations enregistrées. Là, je passe au cas d'étude. Le premier cas d'étude concerne la chute de blocs au niveau du lac de Paneveggio. C'est un lac qui se trouve dans le département de Trente. On parle de la région, on est dans la région Trentin-Haut-Adige, dans le nord-est de l'Italie. Le projet de surveillance intéressait une zone où il y avait des blocs assez importants qui, en cas de détachement, auraient pu atteindre la route départementale en aval qui longe le lac. Pour protéger la route et les zones de chantier qu'on voit ici, à droite en bas, plusieurs lignes de barrières contre la chute des blocs ont été disposées le long de la pente. Et dans ce projet, en accord avec le client, nous avons surveillé les barrières et le massif rocheux. Parce que souvent, les deux types de surveillance sont complémentaires et sont nécessaires. Nous avons posé des tiltmètres biaxiaux
sur certains blocs. Dans le graphe du tiltmètre que je vous reporte là, nous visualisons la variation de l'inclinaison en fonction du temps. Après une période de stabilité, nous voyons clairement le début d'une mise en pente, donc le début d'une instabilité. Le deuxième type d'instrument que nous avons mis en place dans le cadre de ce projet est l'extensomètre à fil. Je vous ai parlé tout à l'heure de la redondance et à garder toujours à l'esprit lors de la conception d'un système de surveillance. L'extensomètre à fil nous a montré, là je vous montre le graphe, nous a montré un début de déplacement en même temps que le tiltmètre. Donc on peut confirmer en effet qu'il y a eu une instabilité au sein du bloc. Le troisième type de capteur que nous avons utilisé est un géophone, un capteur de vibration. Nous avons disposé les capteurs de vibration dans des zones qui étaient supposées être impactées par les blocs. Nous vous montrons la courbe enregistrée par un des vibromètres. On remarque que dans une courte fenêtre temporaire, nous avons enregistré une grande vitesse de propagation de la vibration et c'est le moment qui correspondrait à la chute, c'est-à-dire l'impact avec le sol. Et dans les phases d'après, les vitesses sont plus faibles, mais on enregistre plusieurs impacts sur le sol. Ça correspondrait à la phase du rebondissement et du roulement. Et tant le tunnel creusé à l'explosif, d'ailleurs, sur ce projet, nous souhaitions aussi étudier également les vibrations éventuelles reçues au niveau du massif et engendrées par l'explosif. Nous n'avons pas trouvé de corrélation entre les tirs à l'explosif et le détachement de bloc. Donc, nous avons pu écarter l'hypothèse que les travaux auraient pu engendrer la chute de bloc. Le quatrième type de capteur que nous avons utilisé est l'accéléromètre. Nous avons équipé les mâts des barrières par des accéléromètres. Dans le graphique, nous avons visualisé la variation d'accélération en fonction du temps. Les points, les petits triangles que vous voyez, correspondent aux impacts des blocs contre la barrière. Nous avons souhaité corréler ces données avec les données météorologiques et pour cela, le cinquième type de capteur que nous avons utilisé est la station météo, un pluviomètre dans ce cas. Et je vous montre les résultats. On peut observer une corrélation intéressante entre les impacts contre les barrières et les jours de pluie. Donc, la superposition des données nous montre que les jours où nous avons enregistré plusieurs impacts contre les barrières correspondent aussi aux jours de pluie. En effet, les événements atmosphériques sont souvent des déclencheurs de chute de blocs. Donc, pour résumer, le système de surveillance que nous avons mis en place dans ce projet était constitué par 5 types de capteurs disposés sur les barrières et au niveau du massif. En accord avec votre client, il pourrait donc être envisageable de ne pas se limiter à la seule surveillance des barrières, mais aussi d'élargir la surveillance au milieu environnant. Le deuxième cas d'étude que je vous présente est la chute de blocs sur la route départementale 28 du lac de la Place Moulin. Nous sommes en Vallée d'Aoste, au nord-ouest de l'Italie. Lors de l'état des lieux, nous avons découvert un site avec 2 problématiques. La zone de chute était très proche des barrières de protection qui ont été utilisées pour protéger la route. Et en effet, on constate que des effondrements se sont déjà produits et que là, par exemple, dans la figure, dans l'image en bas au centre, on remarque qu'il y a des dissipateurs d'énergie des barrières qui ont déjà travaillé. Il existe aussi
nombreuses traces d'avalanche dans l'image en bas à gauche. On voit un pont roulant renversé. Il y a des cas de végétation arrachée. Donc, il faudrait aussi pouvoir différencier l'impact, la contribution que l'enneigement a eu sur les barrières et la contribution de l'impact vrai des blocs. Concernant le système de surveillance que nous avons mis en place, donc nous avons utilisé les mêmes instruments que je vous ai présentés, donc l'extensiomètre à fil, le tiltmètre, station météo. Ici, je voudrais plutôt vous présenter le système de surveillance personnalisé, on l'appelait kit d'auscultation pour une barrière, que nous avons mis en place dans le cadre de ce projet spécifique. Et alors là, pour la barrière par pierre, nous avons utilisé les trois types de capteurs. Nous avons utilisé un accéléromètre pour pouvoir détecter les impacts des blocs contre les barrières, le capteur d'inclinaison pour mesurer la variation d'inclinaison éventuelle des mâts, et un extensiomètre à fil pour détecter les déformations du filet. Là, vous voyez, le câble de l'extensiomètre à fil, on l'a disposé en arc pour essayer de caractériser au mieux le filet. De plus, au déclencheur des accéléromètres, nous avons connecté une caméra. On voit l'image de la caméra ici, en bas, dans l'image au centre, en bas, pour pouvoir enregistrer les images des événements. Et cette caméra était installée en amont des barrières à proximité de la station météo. Le dernier type de capteur utilisé est celui à droite. En haut à droite, c'est la cellule de charge. Une cellule de charge que nous avons installé plusieurs cellules de charge au niveau des câbles longitudinaux pour en mesurer la tension. Et ces cellules ont été étalonnées préalablement en laboratoire. On reporte, là, je vous reporte les courbes enregistrées par les capteurs. Donc, les blocs qui ont impacté contre les barrières étaient de dimension modeste, je peux dire entre 0,2 et 0,25 mètres cubes. Là, on voit au centre de l'image le moment où les blocs ont impacté contre les barrières. Et nous observons un changement d'inclinaison du montant qui ne s'est pas déformé, c'est-à-dire il est revenu à l'état d'inclinaison avant l'impact. On enregistre également un allongement des extensomètres installés sur le filet. Donc, le filet a arrêté le bloc et c'est donc déformé et on a pu le détecter. Et dans cette diapositive, je vous montre le discours que je vous ai fait tout à l'heure concernant l'enneigement. Qu'il faut différencier de la chute de blocs. Si on regarde là, les graphes au centre de la diapo, nous avons en haut le graphique et au centre en bas, nous avons les graphiques de l'accéléromètre. Et à chaque point, à chaque petit triangle correspond un impact du bloc contre la barrière. Et on remarque qu'entre les impacts de l'automne 2018 et ceux du printemps 2019, nous observons, il n'y a pas d'autres impacts dans cette période de temps, mais nous observons quand même un déplacement progressif du filet qui a été enregistré par l'extensomètre. Et nous avons donc regardé les images enregistrées par la caméra synchronisée et on a pu comprendre que le déplacement du filet était déterminé par l'enneigement du versant. Donc, plus la neige s'accumule sur le filet, plus on observe un allongement de l'extenso. Nous terminons le webinaire avec le troisième cas d'étude. C'est le cas de l'éboulement de la Maddalena. La Maddalena, donc nous sommes dans le nord-ouest de l'Italie, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Turin. L'objectif du projet de surveillance était
la protection, la surveillance et la protection d'une vaste zone concernée par la chute de blocs. Les blocs pouvaient percuter un chantier en aval et aussi les appuis d'une autoroute. Donc, regardez, la zone elle était assez vaste. Là, c'est plutôt une zone qui était intéressée par des blocs cyclopéens, quand même qui méritaient une attention, une surveillance particulière. Et dans cette partie, vous remarquerez les barrières, la disposition des barrières. On a pu identifier aussi les trajectoires les plus probables de la chute. Là, c'est des images du chantier. Nous pouvons voir le massif, des détails du massif fracturé, toute la zone à surveiller, le chantier. Donc, on voit bien le chantier en amont, en aval, et l'autoroute avec les appuis qui risquaient aussi d'être impactés. Donc, quel capteur nous avons utilisé? Si vous vous souvenez, dans le premier cas d'étude, dans le cas d'étude numéro 2, le précédent, je vous ai parlé de 3 types d'instruments installés au niveau de la barrière par pierre, le tiltmètre, l'extensomètre à fil et l'accéléromètre. Pour ce projet, nous avons développé un instrument qui a été commercialisé d'ailleurs dans la suite grâce au succès des résultats que nous avons appelé Sentinelle. Et cet instrument, vous le voyez là, il intègre les 3 capteurs. Il intègre l'accéléromètre qui peut détecter donc les impacts des blocs contre les barrières, le capteur d'inclinaison pour mesurer la variation d'inclinaison éventuelle du montant et l'extensomètre à fil pour détecter la déformation du filet. Le câble a été disposé comme vous le voyez ici dans l'image, toujours en arc pour caractériser au mieux la surface du filet. Et nous avons équipé également le capteur Sentinelle par un mini panneau photovoltaïque pour pouvoir garantir quand même l'alimentation de l'instrument durant toute une journée. Après avoir installé ces instruments, nous avons collecté les données pendant 1 an et cela correspond à peu près à notre marche à blanc. Grâce à la période de marche à blanc, nous avons pu déterminer les seuils de pilotage. En effet, il était important d'alerter à temps les personnes qui travaillaient sur le chantier en aval. Et pourquoi? Parce que finalement, il avait été calculé que la seule surveillance des barrières par pierre n'aurait pas permis d'alerter les travailleurs pour qu'ils libèrent à temps le chantier. Et alors, nous avons dû anticiper au maximum les délais d'alerte en appliquant les seuils de pilotage au niveau du système de surveillance installé sur les blocs cyclopéens. L'étude a consisté, je vous le passe, a consisté en une série de corrélations entre les paramètres environnementaux et les grandeurs mesurées. Nous avons aussi développé tout un logigramme du circuit d'alerte. Là, je vous montre le détail du système d'alerte acoustique et visuel que nous avons installé sur le chantier. Le système est toujours en activité et sera d'ailleurs encore en activité pendant 4 ans. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez approfondir des sujets, vous pouvez nous contacter par téléphone ou aux adresses email suivantes qui s'affichent là à l'écran. Donc, merci encore et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci Alessandro. Alors donc on va passer au moment des questions et des échanges. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le module QR. Vous pouvez aussi lever la main. Voilà, donc il y a un gros bouton lever la main. Ça me permettra de vous donner la parole. Alors une première question peut-être pour Jerry qui a été posée dans le chat. Quelle est la périodicité obligatoire des inspections des ouvrages de protection? Sur les OPRN, a priori, il n'y a pas de... En tout cas, il n'y a pas de norme qui définit la périodicité des inspections. Donc, c'est dépendant de ce qu'on constate, c'est dépendant des maîtres d'ouvrage. Certains font vraiment des inspections tous les 3 ans avec
tous les 3 ans, visite périodique, inspection détaillée tous les 6 ans, et sur d'autres, c'est plus espacé. Il n'y a pas vraiment encore de normes à proprement parler. D'accord, merci. Peut-être pour Alessandro, comment fonctionne un tiltmètre? Ah, on ne t'entend pas, tu as le micro coupé. Oui, donc le tiltmètre que je vous ai présenté, il y a différents types de tiltmètres. En tout cas, celui que je vous ai présenté mesure sur 2 axes. Il intègre des capteurs MEMS qui nous donnent donc l'inclinaison sur 2 axes. Donc, il est important aussi de choisir bien l'orientation du tiltmètre selon là où on s'attend les inclinaisons. D'accord, merci. Alors, une autre question, dans quel cas les mesures indirectes sont à privilégier? Alors, tu en as pas trop parlé, je crois que tu es pas trop expert des mesures indirectes, mais peut-être que… Non, mais non, je dirais que moi, je partage plutôt pour les mesures, pour l'utilisation des mesures directes parce que c'est mon domaine. Non, mais les mesures indirectes, on devrait les privilégier vraiment là où on ne pourrait pas du tout avoir accès au site. Sinon, si on a des soucis pour la pose des instruments, en tout cas, je trouve que les 2 solutions, une des solutions n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire que ça pourrait toujours être les mesures indirectes, pourrait toujours être un complément des mesures directes. Alors, merci. Je sais pas, Jerry, si tu veux compléter, non, sur les mesures indirectes. Brièvement, les mesures indirectes, alors il y avait, nous par exemple, tout ce qui est LIDAR, photogrammétrie, on va plutôt l'utiliser sur des mouvements de versant, mais qui sont des mouvements d'ampleur et lents. C'est vrai que pour des mouvements type chute de bloc qui peuvent des fois se déclencher assez rapidement, voilà, c'est assez limité parce qu'on a des pas d'acquisition qui sont vraiment espacés. Après, tout ce qui est radar, suivi topo, là-dessus, pareil, on a moins l'habitude de travailler avec ces solutions-là. Donc voilà, je n'ai pas Ok, plus de précision à apporter. merci. Comment peut-on contrôler la qualité des données recueillies? Surtout, alors, il y a un petit commentaire, surtout que ce sont des appareils électroniques. Justement, alors, on contrôle la qualité de données en augmentant d'abord la fréquence des mesures, c'est-à-dire on ne se limite pas à une mesure de temps en temps, on cherche d'avoir beaucoup de mesures pour, toujours dans l'esprit de la redondance, avoir beaucoup de données. Et après, la qualité de données, si on pense à la fiabilité des données qu'on enregistre, on la contrôle via la phase de la marche à blanc, c'est-à-dire toute la phase qui précède la période de la surveillance active. Donc, dans la phase de la marche à blanc, nous pouvons comprendre aussi certains instruments présents de pics aberrants et chercher donc les raisons. Et pour cela aussi, les paramètres donc, qu'on prend en compte dans les informations qu'on obtient dans la phase de la marche à blanc, on va les utiliser d'ailleurs pour définir les seuils de pilotage et de tout le système. Cette phase sur ton dernier cas d'étude, elle a duré 1 an, si j'ai bien compris. Ça dure toujours La marche aussi à blanc a longtemps? duré 1 an. C'est toujours de cet ordre de grandeur-là ou Non, ça dépend? souvent, ça dépend justement aussi de la phase dans laquelle on intervient, comme on l'avait vu au début, à quel moment du phénomène on intervient. Si c'est déjà, il y a déjà eu plusieurs chutes de blocs, peut-être on est dans une situation déjà à risque, forcément la période de marche blanc doit être réduite au minimum. En tout cas, après, selon le type d'instrument qu'on installe et aussi les contraintes du site et tout ça, on peut même réduire des phases de marche blanc de 1 an à une seule
un seulement. Ok, merci. Pour Jerry, concernant les inspections visuelles sur site, faites-vous une traçabilité via des fiches d'inspection? Oui, nous, quand on intervient en inspection sur site, alors que ce soit vraiment sur l'ouvrage même ou inspection par drone, derrière, pour chaque ouvrage, il y a émission d'un PV d'inspection. Merci. Alors, on a encore le temps pour quelques questions, si quelqu'un veut lever la main. Donc, il y a une question qui vient d'arriver. Comment se décident les seuils d'alerte? J'imagine plutôt sur la Non, surveillance. Oui. oui. Et normalement, les seuils d'alerte sont donnés par. Alors, c'est pas forcément nous qu'on fixe les seuils. On les fait toujours en accord avec le bureau d'études et avec le client. Comment ces seuils sont décidés? Eh bien, ils sont décidés par rapport aux notes de calcul. Ok. Alors, on revient à l'inspection. Ça fait des allers-retours, mais les questions arrivent au fur et à mesure, donc je les prends au fur et à mesure. Quelqu'un qui demande pour les inspections, donc est-ce que vous avez un système de notation, type IQOA par exemple? Oui, alors, il y a certains maîtres d'ouvrage déjà ont leur propre système de notation. Sinon, on s'appuie effectivement plutôt sur l'IQOA. Et on a aussi un système de notation à part pour la corrosion. J'ai plus en tête les références du guide technique. De mémoire, c'était un guide du CEREMA sur l'entretien des ouvrages de protection qui définit, par exemple, 4 ou 5 classes de corrosion. Ça, c'est la notation corrosion qui est un peu à part de la notation de l'ouvrage dans son ensemble. Et sinon, oui, on utilise plutôt la notation IQOA. Ok, vous utilisez la même. Merci. Alors, pendant que que vous écrivez les dernières questions, je vous fais passer les prochaines dates sur des rendez-vous risques naturels. Donc, il y a l'AG du projet national C d'Europe édition 2, dont vous avez un petit peu parlé dans vos présentations via les références au guide, qui va se tenir le 22 juin, donc en distanciel à 10h30. Et ensuite, on a 2 webinaires e-risque, un sur les risques avalanches et l'autre sur les méthodes numériques avancées, en juin toujours. Voilà. Donc, les liens seront disponibles sur le site Indura ou par les envois de mail. Donc, je ne vois pas d'autres questions, pas de main levée. Bon. En tout cas, merci. Donc, il est 12h pile, donc on termine pile poil à l'heure. Merci Jerry, merci Alessandro pour vos présentations. C'est beau. Merci à toi de nous avoir invités à y participer. Merci à tous d'avoir été présents. Tout à fait. Bon, et ben à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.